Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. C'est un triste record que le pays bat, celui de l'année la plus destructrice depuis 2001 avec ses incendies. Fabien Albouy, directeur de l'Observatoire de l'environnement, sera notre invité pour nous en parler. Vous verrez également un reportage tourné cet après-midi à la montagne des Sources au Mont d'Or. Les pompiers ont été surpris par des violentes prises de feu. Notre journaliste était présente. 15 jours après l'alerte sécheresse lancée en province nord, la situation est critique à Koné. Le niveau d'eau a considérablement baissé et on le voit dans les captages d'eau. Reportage dans ce journal. C'est une découverte particulière qu'a faite Glenn Bernanos il y a un an à Temala. Il découvre sur son terrain des vestiges et fait appel à des archéologues. Il s'agit d'une tribu disparue à la fin du XVIIe siècle. C'est dans votre feuilleton à la fin de ce journal. La montagne des Sources au Mont d'Or continue de brûler. 1900 hectares partis en fumée en seulement 3 jours et le vent fort rend l'opération très difficile. Une surface incendiée équivalente à la surface à celle du site de Vallée Ayaté. Le plan hors sec de niveau 2 a été déclenché. 3 vagues de renforts mobilisant 54 personnes interviennent. Sapeurs-pompiers de la commune du Mont d'Or, Païta Nouméa Dimbéa de la sécurité civile et le personnel de la Rivière Bleue, aidé de 3 hélicoptères bombardiers d'eau. Malgré tous les moyens mis en œuvre, les pompiers ont été surpris par une violente reprise de feu à la coulée cet après-midi. Les habitations ont été menacées. Notre journaliste Océane Dacounia était présente sur les lieux. À ce moment-là, elle nous raconte. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de continuer à traiter l'avant du feu pour éviter qu'il aille sur la réserve intégrale, la montagne des Sources. Mais rien ne s'est passé comme prévu à la coulée. Les soldats du feu devaient déployer le gros de leurs efforts pour protéger la réserve naturelle. Les discrètes flammes qui finissaient de consumer la timide végétation sur les hauteurs ce matin n'étaient pas très menaçantes. Pour preuve, j'ai pu remonter la vallée pour filmer la fumée au loin, voir les hélicoptères bombardiers d'eau se ravitailler et même apercevoir le vol tranquille d'un rapace. La situation change sans que je m'en rende vraiment compte. À 11h, le vent change de direction. Des départs de feu apparaissent de l'autre côté de la rivière, puis le long de la route, près des habitations. Les riverains s'inquiètent. Pas le temps de faire une interview, il faut déplacer au plus vite les voitures garées de l'autre côté du cours d'eau. Quand je remonte dans ma voiture, les cendres tombent sur le tableau de bord. Je dois fermer la fenêtre malgré la chaleur. Les pompiers me demandent de reculer. Sur la route, je croise des habitants qui remplissent une citerne pour protéger des flammes leur propriété de l'autre côté de la rivière. Qui sait si les pompiers arriveront à temps? Les hélicoptères larguent de l'eau tout près. J'entends les craquements des flammes. Je ne dois pas rester plus longtemps. Je filme encore un peu à travers la fenêtre, sans oser sortir du véhicule, encore moins éteindre le moteur. Avant de partir, je retrouve le capitaine Guépi qui revient à l'instant du terrain. Il a fallu revoir tout le plan de lutte contre les flammes. Les équipes qui sont à l'avant du feu sur la butte ont des craintes de ne pas pouvoir continuer à maîtriser l'avancée du front de flamme. Avec les 2 hélicoptères bombardiers d'eau en moins, ça fait beaucoup moins d'appui depuis les airs et ils ont peur qu'avec le vent qui s'est bien établi depuis ce matin, le feu regagne en intensité et soit de nouveau hors de contrôle. Des renforts ont été appelés pour venir en aide aux 43 pompiers mobilisés sur ce feu. Dans un communiqué de la sécurité civile déplore que la reprise de feu sur flanc droit a été déclenchée volontairement. Le départ de feu initial serait dû à un barbecue. Une enquête est en cours. La mairie et la province sud ont porté plainte. Un important incendie à Néoué-Yakouma, en évolution libre depuis presque un mois, se dirige maintenant vers les habitations. Les équipes du SIVM Nord, aidées d'un hélicoptère bombardier d'eau, tentent de le maîtriser et protéger les habitations. À Ouégoua, le feu est maîtrisé, mais comptabilise 2000 hectares de brûlés. C'est un triste
débat, donc celui de l'année la plus destructrice depuis 2001, avec ces incendies. Un constat lancé ce matin par l'œil, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, dispositif qui surveille l'état de l'environnement, informe et restitue au pouvoir public ces données pour faciliter leur prise de décision sur les mesures à prendre. Nous recevons en direct de Nouméa Fabien Albouy, directeur de l'œil. Bonjour. Fabien Albouy, bonsoir. Bonsoir. Alors on le disait, c'est une année destructrice, vous confirmez ? Oui, je confirme en fait depuis qu'on dispose de données fiables en fait sur les incendies, c'est vraiment l'année qui se montre la pire finalement. On avait 2017 qui avait touché jusqu'à cette date là 25 000 hectares et là on est à 37 000 hectares et l'année n'est pas finie et malheureusement en fait on a des conditions encore très sèches donc on peut s'atteindre encore au pire. On sait à peu près quelles sont les communes les plus touchées ? Oui, alors on a Kwawa, on a bien sûr Wegwa, je regarde un petit peu mes notes, nous avons aussi Wailou en fait qui a été très touché quoi. En fait ça c'est le trio de tête malheureusement. Le Mont d'Or arrive derrière, effectivement l'incendie est en cours mais les communes de Kwawa en fait et de Wegwa ont largement plus connu d'incendie que la commune du Mont d'Or. Donc là on a des dates de 1er janvier à aujourd'hui. Et donc, par rapport à la saison administrative des feux de forêt, on a aussi le même record ? Alors la SAF, en fait, oui, commence le 15 septembre jusqu'au 15 décembre. Là, on est à peu près à 30 000 hectares d'après nos relevés, donc c'est énorme, en fait. Hein. Il faut savoir que 37 000 hectares, ça correspond à 52 000 terrains de football. Donc, pour vous donner une idée des surfaces qui sont concernées par les incendies, c'est des chiffres... même qu'on a du mal finalement à appréhender 52 000 terrains de football de végétation brûlée en fait en Nouvelle-Calédonie, alors qu'on sait que cette végétation elle est fragile puisque nos forêts sont très fragmentées en fait et qu'elles abritent des espèces endémiques en fait qui ne se trouvent qu'en Nouvelle-Calédonie, donc c'est un vrai drame. J'ajouterais aussi que vraiment il y a quand même aussi des menaces par rapport aux populations. On le voit, des feux d'ampleur extrêmement importante qui ont des fois des comportements qui ne s'étaient pas vus par avant et qui peuvent menacer la vie des personnes, des personnels de secours, etc., et les biens. Et bien sûr, l'environnement, la ressource en eau, etc., tout son corollaire, toutes les conséquences environnementales que ça peut toucher finalement. Justement, on va parler des conséquences sur l'eau. Je vous propose de rester avec nous et de réagir après ce qui va suivre. Les conséquences sur la biodiversité et la ressource en eau sont inquiétantes. Ce matin, l'association d'Abbé Rivière Vivante a réagi face à cette situation. Écoutez Pascal Guillotin, président de l'association, au micro de Michel Pimbé et Henri Nailolo. Je demande que les pouvoirs publics prennent la mesure de ce qui est en train de se passer. Depuis le feu de 2005, c'est-à-dire il y a 14 ans, eh bien, on n'arrête pas de dire, on n'arrête pas de signaler, nous, associations, on n'arrête pas de travailler, on n'arrête pas de planter, on a planté des milliers d'arbres, on informe, on va dans les écoles, et moi je pose la question, mais pourquoi encore aujourd'hui on arrive à faire brûler et à laisser brûler la montagne des sources. Nous avons la sécheresse en ce moment, elle n'est pas exceptionnelle, on a déjà connu en Calédonie des sécheresses comme celle-là, mais il faut faire attention à mettre en place des moyens pour pouvoir y répondre. On a les moyens en pays. Alors là, c'est l'urgence climatique. Je pense que tout le monde doit en prendre la mesure, et là, elle est en train de frapper à notre porte. Et bientôt, elle va frapper à notre robinet. Quand les Calédoniens devront rationner quelques heures par jour leur eau, là, peut-être qu'on commence à prendre la mesure de ce qui se passe. 15 jours après l'alerte sécheresse déclenchée par la province Nord, la situation reste critique à Koné. Le niveau d'eau a considérablement baissé. Regardez plutôt ce reportage de Cédric Thia. Voilà, au captage. Le captage linéaire. En temps normal, toute cette partie-là, elle est recouverte d'eau. C'est-à-dire que nous avons l'eau, elle passe en débordement au niveau du barrage et de l'ouvrage qui se trouve ici. Quand on peut le constater, c'est que l'eau qui est arrivée auparavant, elle ne suffit plus. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la crépine qui va pour récolter toutes les saletés qui se trouvent au niveau de l'eau, qui se trouvent dans le cric. Par défaut, le niveau se trouve, on est en débordement, elle est recouverte cette crépine-là.
ce filtre-là. Et là, il n'y a pas assez d'eau qui arrive pour tout recouvrir. Pour pallier, on a plutôt des petites astuces qui permettent d'amener un peu plus d'eau par ces tuyaux que nous avons emmenés pour occuper un petit peu plus haut la ressource, pour rajouter un petit peu plus d'eau au niveau de cet ouvrage. Donc on est encore sur des solutions techniques pour justement amener encore plus d'eau. Mais voilà, c'est l'histoire de quelques jours, quoi. Mais voilà, sinon, si on n'aurait pas ça, on aurait encore plus de difficultés à amener de l'eau chez les gens. Pour ce constat, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau pour subvenir à l'ensemble de la distribution des riverains. C'est-à-dire que la consommation des riverains est beaucoup plus importante que ce que donne la nature et la ressource. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, à ce niveau-là. Les arrêtés communaux ont été pris par les communes de Coné, Vaux et Pointe-Boute afin de réduire ces consommations. Il est temporairement interdit de laver les voitures, arroser les pelouses et les jardins, nettoyer, auger les terrasses et bâtiments, remplir les piscines et fontaines privées, jouer avec l'eau et bien sûr gaspiller de l'eau. Fabien Albouy, une réaction sur ce que l'on vient de voir? Oui, je partage en fait la préoccupation en fait à la fois de l'association d'MBA Rivière Vivante, puisque effectivement c'est un ampleur c'est vraiment un phénomène d'ampleur exceptionnelle qu'on vit, mais qui s'est déjà reproduit en 2017. Donc finalement, on arrive à une situation qui est préoccupante de manière de plus en plus fréquente. Il y a des projections en termes de changement climatique en Calédonie où on devra atteindre 3 degrés en plus en 2100. Et 3 degrés en plus, ça veut dire que les épisodes de sécheresse seront d'autant plus marqués, etc., que les risques d'incendie seront d'autant plus forts et qu'effectivement, les conséquences sur la ressource en eau vont être aussi plus importantes. Donc on a déjà des difficultés aujourd'hui et les incendies sont un problème humain en fait. Donc on dit que 99% des incendies sont d'origine humaine. Donc la solution elle est en nous, dans nos comportements en fait, être vigilants et puis il faut qu'on arrive collectivement à maîtriser ce phénomène. Il faut savoir qu'en fait on plante malheureusement à un rythme beaucoup moins élevé que ce qui ne brûle. Donc au final on appauvrit nos forêts, notre capacité à retenir cette eau en fait qui est vitale pour l'homme, qui est vitale pour développer l'agriculture, etc., en fait, qui est une source de bien-être pour tout le monde. Donc il faut vraiment qu'on puisse agir. Fabien Albouy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les incendies. En bref, depuis hier, l'interdiction de pêche au crabe de palétuvier est lancée. Jusqu'au 31 janvier, la pêche, le transport, la commercialisation et la consommation sont interdites en province sud. En cas d'infraction, les contrevenants risquent de lourdes sanctions pénales et des amendes pouvant atteindre 2 684 000. La pêche des crabes mous ou inférieure à 14 cm est interdite toute l'année. Je vous le disais, c'est une découverte particulière qu'a faite Glenn Bernanos il y a 1 an et demi à Temala. Il découvre sur son terrain des vestiges et fait appel à des archéologues. Il s'agit d'une tribu disparue à la fin du XVIIe siècle. Elle s'appelait Donvata et aurait compté presque 1000 habitants et une quarantaine de cases. Glenn Bernanos retrouve Félix Dounezek, dont la famille est originaire du coin. Regardez ce reportage d'Océane Zobler. C'est entre les tribus de Tieta, Wango, Gatop et Boyen que se trouvait la tribu de Donvata. Sur place, plusieurs espaces ont pu être définis. L'ancienne tribu est dans cette direction-là, au pied du massif, dans une vallée de Mimosa. Après, juste en bas de la tribu, on a les champs d'igname. En face, là, dans la petite vallée de Mimosa, on a aussi un champ d'igname. Et ici, autour du camping, là, on a des traces de champs de taro. Et par rapport à son projet, qu'on est arrivé là. Mais on doit le remercier parce que nous, on a parlé beaucoup de notre tribu, là, mais on n'est jamais venu sur le terrain, là, parce que comme c'était occupé. Et là, c'est lui qui nous a ouvert la porte. Et puis voilà, maintenant, on est carrément sur le terrain. Direction à présent l'emplacement de la case du grand chef. Après quelques minutes de voiture et un peu de marche, nous voici sur le point le plus haut de l'ancienne tribu. Et celle qui est la plus haute,
là c'est celle du chef. Il était au-dessus de ses sujets, quoi, et puis il dominait toute sa zone. Il pouvait surveiller les activités. Voilà. On a amené les gamins aussi. Et j'ai dit aux gamins que voilà, par rapport à Glen, on remonte le temps. Et quand je parlais des colonnes vertébrales, c'est parce qu'il y a les gens de Tao, Boyenne, quand ils viennent, quand ils vont à Tieta ou à Abou, ils passent par cette tribu-là. C'est pareil pour Ouangou et Ouad. Voilà l'entrée principale de la case. C'est ici. Là, tu creuses, là, tu trouves l'escalier. Et d'après ce qu'il disait, l'escalier, il rentrait pratiquement dans la case. Mais quand il ouvrait la porte, il était encore sur l'escalier quand il était dans la case. Une centaine de mètres plus bas, Glen nous montre d'anciens billons, une technique qui consiste à cultiver en rangées de petites buttes de 15 à 20 cm de haut pour éviter trop d'humidité. L'eau, elle coulait comme ça, là. Et elle desservait tous les autres billons en bas. Donc, on a le billon là, celui-là, un, deux, troisième là-bas et le quatrième avant le cric. Ça descend sur à peu près 60 mètres là. C'est très intéressant parce qu'on parle de l'histoire du peuple kanak. Mais comme le clan, on a été déplacé dans des autres endroits. Et là, quand on retrouve l'endroit où sont sortis nos vieux, c'est une satisfaction pour eux. Parce que quand on parle de l'histoire et on voit sur le terrain où les vieux ont vécu, pour nous, c'est du réel, quoi. Dans les années 1840, un grand feu partant de la tribu de Tieta à Vaud a presque tout décimé sur son passage. Aujourd'hui, à part les emplacements de cases, d'anciennes plantations et quelques reliques, tout a disparu, même les pins colonnaires. C'est avec ce qu'il a trouvé que Glen souhaite valoriser une partie de l'histoire. Demain, Glen Bernanos nous racontera comment il a découvert qu'une tribu se trouvait là juste sous ses pieds, un lieu directement en lien avec sa propre famille. On arrive au terme de cette édition. Tout de suite après, ne ratez pas votre émission Bienvenue dans la bande présentée par Adrien Espinoza. Il reçoit Laurent Vendée, organisateur du tournoi BCI Open International Squash 2019. Et à 19h20, retrouvez votre émission Capitale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.